Le 10 mai 1996, une tempête monstrueuse s'abat sur le mont Everest. Ce jour-là, des dizaines d'alpinistes, au sommet du monde, sont soudainement plongés dans un enfer de glace et de vent. Ce qui devait être le triomphe d'une vie va se transformer en l'une des plus grandes tragédies de l'histoire de l'alpinisme. Comment une journée si prometteuse a-t-elle pu virer au cauchemar? Et quelles leçons l'humanité a-t-elle tirées de cette catastrophe? Accrochez-vous, nous allons revivre heure par heure la tristement célèbre tragédie de l'Everest en 1996. Au début du mois de mai, le camp de base de l'Everest bourdonne d'activité et d'optimisme. Des centaines d'alpinistes et de Sherpas venus du monde entier se préparent pour l'ascension finale. Parmi eux, 2 expéditions commerciales de premier plan. Adventure Consultants, dirigée par le néo-zélandais Rob Hall, et Mountain Madness, menée par l'américain Scott Fischer. Ces 2 guides sont des légendes dans le milieu. Ils ont promis à leurs clients de les mener au sommet du monde et de les ramener en toute sécurité. L'ambiance est à l'excitation. Après des semaines d'acclimatation et de préparation minutieuse, une fenêtre météo favorable est enfin annoncée pour le 10 mai. C'est le signal que tout le monde attendait. Les équipes se lancent dans la nuit du 9 mai, quittant le dernier camp, le camp 4, situé à près de 8000 mètres d'altitude, dans ce qu'on appelle la zone de la mort. Les frontales percent l'obscurité, les crampons crissent sur la neige glacée. L'objectif est d'atteindre le sommet et de redescendre avant que les conditions ne se dégradent dans l'après-midi, comme c'est souvent le cas en haute altitude. À ce moment-là, l'espoir est immense. Chacun est concentré, déterminé à réaliser son rêve. Personne ne peut encore imaginer le drame qui se prépare. L'ascension commence bien, mais rapidement, des problèmes apparaissent. Un premier goulot d'étranglement se forme au niveau du fameux ressaut Hillary, une paroi rocheuse quasi verticale juste avant le sommet. Des cordes fixes qui devaient être installées en avance par les Sherpas ne sont pas en place. Cela crée un embouteillage monstre. Des dizaines d'alpinistes font la queue, perdant un temps précieux et consommant leur oxygène à une altitude où chaque bouffée d'air compte. Les minutes se transforment en heures. Normalement, tous les grimpeurs devraient respecter une règle d'or, l'heure butoir. Pour Rob Hall, c'est 14 heures. Si le sommet n'est pas atteint à cette heure-là, il faut faire demi-tour. Peu importe la distance restante. C'est une question de survie. Mais ce jour-là, emportés par la fièvre du sommet, de nombreux alpinistes, y compris des guides expérimentés, ignorent cette règle. Ils continuent à monter bien après l'heure fatidique. Le premier grimpeur atteint le sommet vers 13 heures. Mais beaucoup d'autres n'y arriveront que vers 16 heures, voire plus tard. Ils célèbrent leur exploit, mais ils ne savent pas qu'ils viennent de tomber dans un piège mortel. Le soleil commence déjà à descendre, et le temps, jusqu'ici clément, change brutalement. C'est pendant la descente que le chaos s'installe. Alors que les derniers alpinistes quittent le sommet, épuisés mais euphoriques, le ciel se couvre à une vitesse effrayante. Une tempête d'une violence inouïe, un véritable blizzard enveloppe la montagne. La visibilité tombe à quelques mètres, voire moins. Les températures chutent de manière vertigineuse et des vents hurlants dépassant les 130 km/h balayent les pentes. Les grimpeurs, déjà à la limite de leur force et manquant d'oxygène, se retrouvent désorientés, incapables de retrouver leur chemin vers le camp 4. C'est la panique. Le groupe se disperse. Certains tentent de s'abriter derrière des rochers, d'autres errent à l'aveugle dans la tempête. Les appels radio entre les guides et le camp de base deviennent de plus en plus désespérés. Rob Hall, le guide de l'expédition Adventure Consultants, est bloqué près du sommet sud. Il est resté pour aider un client, Doug Hansen, qui s'est effondré. Hansen est à bout de force. Hall refuse de l'abandonner. Par radio, il parvient à parler une dernière fois à sa femme enceinte, en Nouvelle-Zélande. C'est un appel déchirant où il lui dit de ne pas trop s'inquiéter. Il ne redescendra jamais. Sur une autre partie de la montagne, Scott Fischer, le chef de Mountain Madness, est lui aussi en grande difficulté. Épuisé, probablement victime d'un œdème cérébral de haute altitude, il s'effondre. La tempête a transformé le toit du monde en un tombeau de glace. La nuit du 10 au 11 mai est une longue et terrible lutte pour la survie. Un groupe d'une dizaine d'alpinistes, incluant Beck Weathers et Yasuko Namba,
se retrouvent complètement perdus à quelques centaines de mètres seulement du camp 4, mais la tempête les empêche de le voir. Ils finissent par s'effondrer les uns contre les autres, s'abandonnant à l'hypothermie. Ils sont laissés pour morts. Pendant ce temps, au camp 4, un guide russe, Anatoly Boukriv, prend une décision héroïque. Malgré l'épuisement et le danger extrême, il sort seul dans la tempête à plusieurs reprises pour tenter de retrouver les grimpeurs égarés. Il réussit à en secourir 3, les ramenant un par un jusqu'aux tentes, un exploit presque surhumain. Mais il ne peut pas tous les sauver. Au lever du jour, le spectacle est apocalyptique. La tempête s'est calmée, révélant les corps gelés de ceux qui n'ont pas survécu. Contre toute attente, un miracle se produit. Beck Withers, qui a passé plus de 12 heures dans la neige avec une température ressentie de moins 70 degrés, se réveille de son coma hypothermique. Gelé, presque aveugle, il trouve la force de se relever et de regagner le camp par ses propres moyens, tel un fantôme. Son retour stupéfie les survivants. C'est une lueur d'espoir au milieu du désastre. Le bilan de la catastrophe est lourd. 8 personnes perdent la vie ce jour-là, ce qui en fait la journée la plus meurtrière de l'histoire de l'Everest jusqu'à cette date. Parmi les victimes, les 2 chefs d'expédition, Rob Hall et Scott Fischer, ainsi que plusieurs de leurs clients et un guide. Les survivants sont dans un état critique. Beck Withers et un autre grimpeur, gravement atteints de gelure, devront être évacués dans l'une des opérations de sauvetage en hélicoptère les plus hautes jamais réalisées. L'annonce de la tragédie fait le tour du monde et provoque une onde de choc. Comment des expéditions menées par les meilleurs guides du monde ont-elles pu connaître une telle fin? Les analyses et les débats commencent immédiatement. On pointe du doigt la commercialisation de l'Everest, l'inexpérience de certains clients, la pression pour atteindre le sommet à tout prix et surtout, le non-respect des heures butoirs. La polémique enfle, notamment autour du rôle d'Anatoly Boukriv, critiqué par certains, comme le journaliste John Krakauer, survivant de l'expédition de Hall, pour être monté sans oxygène, mais salué par d'autres comme un héros pour ses sauvetages. La tragédie de 1996 a forcé le monde de l'alpinisme à s'interroger profondément sur ses pratiques. Alors, quelles leçons avons-nous tirées de ce drame? La catastrophe de 1996 a mis en lumière les dangers de la surfréquentation et de la commercialisation de l'Everest. Elle a rappelé de manière brutale que même avec la meilleure préparation et le meilleur équipement, la montagne a toujours le dernier mot. Elle nous a montré les limites de l'endurance humaine et la fragilité de la vie face à la puissance des éléments. Mais cette histoire n'est pas seulement celle d'une tragédie. C'est aussi une histoire de courage, d'entraide et de survie incroyable. Elle nous parle de la détermination de Beck Withers, de l'héroïsme d'Anatoly Boukriv et du sacrifice de Rob Hall, resté jusqu'au bout avec son client. Plus de 25 ans après, le souvenir de mai 1996 continue de hanter les pentes de l'Everest. Il nous rappelle que la quête des sommets est une aventure magnifique, mais qui exige une humilité et un respect infini pour la montagne. C'est peut-être ça, la leçon la plus importante. Face à la nature, l'homme ne sera jamais tout-puissant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à partager vos réflexions en commentaire. Pour ne pas manquer nos prochaines explorations des grands récits de l'aventure, abonnez-vous à la chaîne. À très bientôt.